Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine où j'explore les lectures qui m'ont occupé durant la semaine précédente et je parle des livres en cours de lecture ou lus ou à peine commencés durant la semaine juste avant. Et donc cette semaine, 3 livres. J'ai laissé de côté mes 2 lectures parallèles qui sont en cours, c'est-à-dire les relire de Stéphane Mallarmé et de Julien Gracq, mais il y a donc 3 livres dont 2 je les avais déjà commencés durant les semaines précédentes, et puis un 3e qui pourtant devrait être le premier, je vais peut-être en parler en premier d'ailleurs, puisque c'est un livre très ancien de par son écriture, et puis même très ancien dans cette bibliothèque que vous voyez derrière moi, dans cette maison en tout cas. Souvenir de toutes mes camarades, hôpital orthopédique, décembre 68, et puis ensuite le nom de jeune fille de ma maman. Et ce livre, c'est donc l'Odyssée. Oups, qui est en train de s'enfuir, l'Odyssée d'Homère, qui évidemment est une lecture importante, que je n'avais jamais faite. D'ailleurs, je n'ai pas lu ce qui est censé précéder l'Odyssée, c'est-à-dire l'Iliade, histoire de guerre, peut-être qu'on sature un peu. Mais cette histoire de l'Odyssée, qui est tellement importante culturellement dans notre civilisation, eh bien, je ne l'avais jamais lu, malgré la présence du livre depuis 1968, alors sans doute pas dans cette maison-là en 68, ma maman n'habitait pas encore là, mais depuis bien longtemps quand même, j'ai toujours vu ce livre-là. Donc, dans la traduction canonique, je crois aujourd'hui, qui reste celle de référence, même si ici c'est une édition qui date de 1960, la traduction de Victor Bérard. Et donc, je le relis, j'ai l'impression de relire, alors que je lis pour la première fois, mais comme on connaît à peu près tous les épisodes, on a cette impression de se retrouver à nouveau dans des histoires qu'on connaît déjà, pas toutes, parfois tout d'un coup, ah tiens, un voyage aux enfers par exemple, qui m'avait échappé, mais évidemment on retrouve les histoires de cyclopes, les histoires de sirènes. J'en suis à peu près à la moitié de cette lecture-là, de l'Odyssée. Ce qui est assez intéressant dans cette traduction, c'est une traduction en prose, comme on peut le voir ici, mais qui utilise ce qu'on appelle des alexandrins blancs, c'est-à-dire qu'il y a un rythme d'alexandrin qui est présent quand même. Et ça participe du plaisir de la lecture, ce rythme-là, qui donne à ces histoires quelque chose peut-être de solennel. C'est un roi qui fréquente d'autres rois, mais en même temps qui vit des aventures extraordinaires. Et donc, il y a effectivement un plaisir qui est à la fois de ce style redondant. Il y a toujours l'aurore aux doigts de rose, à peu près tout le temps, c'est toujours la même personnification qui est faite ici par exemple, mais un plaisir donc de ce rythme de la langue, de la lecture, et puis ces épisodes qu'on croit connaître, et puis qui là sont quand même proches de ce qu'ils étaient à l'origine. Aussitôt qu'apparaît, dans son berceau de brume, l'aurore aux doigts de rose, j'appelle tout le monde à l'assemblée et dis. Oui, aussitôt qu'apparaît, on a tout de suite ce rythme avec 6 syllabes. Aussitôt qu'apparaît, dans son berceau de brume, l'aurore aux doigts de rose, j'appelle tout le monde à l'assemblée et dis. Et là on a la voix d'Ulysse qui parle. Fidèles équipages, le gros de notre flotte va demeurer ici. Mais je vais prendre moi mon navire et mes hommes. Je veux tâter ces gens et savoir ce qu'ils sont, des bandits sans justice, un peuple de sauvages ou des gens accueillants qui respectent les dieux. Je dis,
Et m'embarquant, j'ordonne à l'équipage d'embarquer à son tour et de larguer l'amarre. Mes gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc, puis chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups. Alors évidemment, les images sont toujours un peu les mêmes, mais ça participe évidemment de cette écriture-là, qui était orale. C'est pour ça que je prends du plaisir là, le lire. Et par oral, il y a quelque chose qui nécessite l'oralité, je crois, dans l'Odyssée, dans l'histoire d'Ulysse. Nous eûmes vite atteint l'endroit, d'ailleurs tout proche. Non, là, vous voyez par exemple, d'ailleurs tout proche, je peux dire, faire des choses pareilles. Nous eûmes vite atteint l'endroit, d'ailleurs tout proche où. En fait, si c'était en vrai vers, j'aurais su m'arrêter sur le ou. Sur le premier cap dominant la mer, s'offrait à nos regards une haute caverne ombragée de lauriers. Elle servait d'étable à de nombreux troupeaux de brebis et de chèvres. Au-devant, une cour profonde était enclose de gros blocs arrachés, de chênes à panache et de pins où l'on fut. Et à cet endroit-là, c'est le Cyclope. Et on débarque avec Ulysse en sachant qu'on va lire cette histoire du Cyclope. On connaît l'anecdote et on la retrouve telle qu'elle a été écrite et dite à ses origines, ou du moins le plus proche possible. Et donc c'est un des plaisirs de lire l'Odyssée d'Ulysse. Odyssée, c'est le nom d'Ulysse en grec. Alors j'en suis à peu près à la moitié de cette lecture-là, en plein dans les aventures maritimes, dans ces 10 ans où Ulysse se trouve après la guerre de Troie, où il a déjà passé 10 ans, où il se trouve donc à errer en mer, maudit par celui qui d'ailleurs ici est appelé Poséidon et pas Poséidon. Alors je ne sais pas les subtilités de traduction de grec au français. Il me semble qu'aujourd'hui on dit Poséidon et là c'est toujours écrit Poséidon, mais bref, il est maudit par ce dieu-là, puis par quelques autres qui sont proches de lui, et donc il erre, et il n'est pas encore de retour à Ithaque. Alors je sais bien ce qui va se passer après. On ne lit pas l'Odyssée comme on lit un roman policier pour savoir la suite, parce qu'on la connaît. Là, je viens de passer par la fameuse histoire des sirènes, et j'arrive dans un chapitre qui s'appelle « Les vaches du soleil ». Et il fallait bien que je lise ça. D'ailleurs, comment ça se fait que j'ai lu ça si tard ? Ce n'est jamais trop tard. Donc, l'Odyssée d'Homère, voilà ma première lecture de la semaine. Et puis, les autres livres qui m'ont occupé cette semaine, j'en ai déjà parlé. Ils sont beaucoup plus récents, ils sont de périodes très proches, la fin des années 1950, avec Les Racines du ciel de Romain Gary, et puis dans ce volume Pléiade que je n'ai pas encore tout à fait terminé, ça fait un moment que je suis dans la Pléiade d'Albert Camus, c'est ces actuelles 3 chroniques algériennes où il évoque son pays, l'Algérie, tout en étant français, avec cette difficulté, cette position qui rend sa réflexion sur l'Algérie extrêmement complexe au moment où l'indépendance est proche. Lui ne veut pas l'indépendance, ou en tout cas il ne la veut pas sans que soit pris en compte le million de Français, d'Européens d'origine en tout cas, qui se trouvent en Algérie et qui, pour lui, doivent rester en Algérie et puis doivent avoir aussi leur mot à dire face à beaucoup plus d'Arabes d'Algérie. Et donc c'est une difficulté, et il ne prend pas position de manière extrêmement directe pour un camp ou pour l'autre. Il condamne dans les deux camps
les violences, le terrorisme, la torture, il la condamne aussi. Donc il y a une position morale qui est toujours celle d'Albert Camus qui, moi, me parle et qui parle à ce que l'on voit. Enfin, aujourd'hui, on a aussi les mêmes postures dans d'autres conflits, dans d'autres endroits, où au fond, il faudrait être, le conflit israélo-palestinien est évidemment celui qui est le plus caricatural quasiment à ce niveau-là, où il faudrait être soit à fond derrière l'État d'Israël, même s'il commet des atrocités, ou alors il faudrait défendre les terroristes du Hamas. Évidemment, Camus, je suis convaincu que dans ce cas-là, il aurait dit ni l'un ni l'autre, et il faut essayer de trouver une solution de paix. Sauf qu'évidemment, en Algérie à son époque, c'était déjà extrêmement compliqué. Ça l'est aussi aujourd'hui, par exemple, du côté d'Israël, mais il y a donc vraiment toute une réflexion qui m'a beaucoup intéressé, surtout parce qu'elle est finalement encore d'actualité. Même si Camus s'est retrouvé absent de cette réflexion à partir de 1960, de sa mort. Comment aurait-il évolué sur l'Algérie après ? Nul ne le sait. Et c'est pas possible, je crois, de le deviner ici. Alors il essaye de proposer un système un peu, sans doute idéaliste. Le seul régime qui, dans l'état actuel des choses, rendrait justice à toutes les parties de la population, m'a longtemps paru celui de la fédération articulée sur des institutions analogues à celles qui font vivre en paix, dans la Confédération helvétique, des nationalités différentes. Alors évidemment, moi qui suis suisse, je me dis, tiens, voilà qui est intéressant. Mais je crois qu'il faut imaginer un système encore plus original. La Suisse est composée de populations différentes qui vivent sur des territoires différents. Ces institutions visent seulement à articuler la vie politique de ces cantons. L'Algérie, au contraire, offre l'exemple rarissime de populations différentes imbriquées sur le même territoire. On voit bien que ça marche aussi ailleurs. Ce qu'il faut associer, sans fondre, puisque la fédération est d'abord l'union des différences, ce ne sont plus des territoires, mais des communautés aux personnalités différentes, évidemment. Dès qu'on entre dans la question de la communauté et du territoire, c'est très 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 délicat. Et Camus en est conscient, je crois, de la difficulté. Et pourtant, voilà, il propose quand même quelque chose. Il est engagé, même si ce n'est pas un engagement caricatural. La solution de M. Marc Loriol, professeur de droit à Alger, même si l'on n'approuve pas tous ses attendus, me paraît à cet égard particulièrement adaptée aux réalités algériennes et propre à donner satisfaction aux besoins de justice et de liberté de toutes les communautés. Pour l'essentiel, elle unit les avantages de l'intégration et du fédéralisme. Alors ce terme d'intégration, évidemment, là aussi, aujourd'hui on le problématise. Donc c'est une réflexion de son temps, d'un homme qui ne veut pas que l'Algérie quitte la France, je crois, mais qui veut quand même que la population majoritaire d'Algérie soit entendue et soit en capacité d'agir dans son propre pays. Donc c'est des questions extrêmement délicates. Camus les affronte et il a été énormément critiqué là-dessus. Encore aujourd'hui, la position de Camus, ça fait discuter. Et c'est sans doute une position discutable. Et comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, réflexion qui nous laisse un peu pantois parce que 1960, la mort de Camus, ce n'est pas encore la fin des problèmes de l'Algérie. Comment aurait-il réagi en 1962 ? Là, nul ne le sait. Et pour en venir à mon troisième livre, j'en ai déjà aussi parlé, j'ai poursuivi cette lecture-là de Romain Gary,
les racines du ciel. Ces racines du ciel, c'est donc l'histoire notamment de ce fameux Morel. Morel qui vient en Afrique, dans l'Afrique équatoriale française de l'époque, au Tchad en particulier, pour défendre les éléphants. Et qui, pour ce faire, va utiliser des méthodes parfois assez violentes, qui humilient certains colons, certains chasseurs en particulier. Et il va avoir le soutien de certains groupes indépendantistes sans lui-même vouloir prendre position pour eux ni contre. Disons que son combat n'est pas politique mais seulement un combat pour la nature. On est avant, dans les années 1950-1956, ce roman-là, on est avant l'écologie politique. L'écologie ne se pense pas comme politique à cette époque-là, mais elle est déjà présente. Et ce qui est aussi présent dans ce livre-là, et donc qui nous ramène aux réflexions d'Albert Camus sur l'Algérie, même si on n'est pas dans le même territoire, c'est la question de l'indépendance, de la lutte politique. Il y a certains personnages qui sont persuadés que Morel a des intentions politiques, il y a des gens qui ont des intentions politiques eux-mêmes et qui essayent de manipuler ce personnage ou de le diaboliser. Et donc on est dans cette ambiguïté-là autour de l'Afrique. Et puis il y a des personnages autour de Morel qui viennent d'un peu partout et qui, eux aussi, ont quelque chose parfois de très drôle. Il y a des personnages un peu alcooliques, un peu étranges, ou un certain Habib, originaire du Liban, qui est une espèce de margoulin. Et puis il y a un Danois qui est aussi présent, Per Kvist. Et voilà d'ailleurs quelques éléments autour de ce personnage-là. Que je vais retrouver, parce que je ne crois pas. Voilà, je retrouve la bonne page. Mon vieux père, P-E-E-R, donc c'est ce père Kvist, ce Danois qui accompagne le sauveur d'éléphants, Morel. Mon vieux père, on te dit misanthrope, ça c'est un mot qui vient très souvent. Ceux qui défendent les éléphants seraient des misanthropes parce qu'ils accusent les hommes, parce qu'ils n'aiment pas les hommes, et donc ils défendent les éléphants. Mon vieux père, on te dit misanthrope, mais tu es plus jeune que moi et tu vivras assez longtemps et tu auras à te dresser un jour pour la défense d'une autre espèce de plus en plus menacée. Nansen, qui avait voué les dernières années de sa vie à cette tâche, donc Nansen, le passeport Nansen, c'était quelqu'un qui défendait les réfugiés, qui avait fait établir le premier passeport des sans-patries et fait reconnaître par tous les pays du monde le statut de privilégié, Nansen avait vu juste. Il vint un temps où Père Kvist eut à faire appel à tout son mauvais caractère pour lutter contre les camps de la mort et les camps de travail forcé. On est dans les années 50, juste après ce moment-là, évidemment. C'est une matrice pour Romain Gary, qui lui-même était dans la résistance. Il a raconté sa résistance, un peu inventée en partie dans La promesse de l'aube, par exemple. Donc, ce père Kvist qui voulait défendre la nature au départ et qui serait misanthrope, finalement, a défendu aussi les humains. Donc là, le combat pour la nature est un combat pour les humains. Voilà ce qui est dit et ce qui n'était pas si évident que ça à l'époque et qui ne l'est peut-être toujours pas pour certains. Donc Père Kvist eut à faire appel à tout son mauvais caractère pour lutter contre les camps de la mort et les camps de travail forcé, contre la bombe à hydrogène et la menace sournoise déjà prévisible des déchets de piles atomiques lentement accumulés sur la Terre, dans l'air et au fond des mers. Là encore, des choses qui, malheureusement, sont toujours là, sont toujours accumulées sur la terre, dans l'air et au fond des mers. Il eut à hurler et à manifester contre l'indifférence coupable et la complaisance sinistre du Congrès des physiciens à Genève, prêt à payer le progrès, entre guillemets, de quelques millions de cancers nouveaux. Là, au moment où je suis en train de
de parler. Il y a dans le pays voisin, pour moi, en France, une loi qui s'appelle Duplon, qui porte bien son nom, qui est passée et qui justement est accusée de provoquer des cancers avec la réautorisation de pesticides et puis le soutien à une agriculture destructrice de la nature. Et précisément, ben, Romain Gary, en 1956, dit déjà ça, et Perquiste en est le porte-parole. Ce lien entre défense de la nature et défense donc de l'humain. À payer le progrès de quelques millions de cancers nouveaux, lutte menée avec la même fureur qu'il avait jadis déployée pour la défense des oiseaux. Visage de son ami le pasteur Kai Munk, fusillé par les nazis parce qu'il avait défendu contre ses ennemis une des plus tenaces racines que le ciel eût jamais plantées dans le cœur des hommes et qu'il nomme liberté. Racine du ciel, ici. L'expression est de lui. L'expression est de ce personnage de Perquiste, effectivement. Et ça vient juste après. Donc, fusillé par les nazis, parce qu'il avait défendu contre ses ennemis une des plus tenaces racines que le ciel eût jamais plantées dans le cœur des hommes et qu'il nomme liberté, qui est en eux comme un attouchement de la main divine. Groupe d'Indiens du Wyoming au tournant du siècle, qu'on aurait encore pu sauver, mais qu'on avait préféré abandonner dans leur réserve à l'alcool, la syphilis et la tuberculose, barrière de corail au large de l'Australie, où il était allé pour reposer ses yeux et reprendre courage, car l'homme n'était pas encore parvenu à menacer ces 2000 kilomètres de corail animés d'une vie fabuleuse et toute proche des premiers temps aujourd'hui. La muraille de corail est menacée. Lutte contre l'érosion, terre tuée par l'exploitation intensive, Perquiste expulsé d'ici, indésirable là, radié de tel institut, de telle académie, puis invité à y reprendre place 10 ans plus tard, lorsque les faits lui donnaient raison, trop tard, comme si une récompense officielle pouvait racheter le crime commis. Seul son grand âge et son excentricité, j'y arriverai, lui valait à présent une sorte de popularité indulgente et condescendante. Ouais, les gens qui avaient raison avant tout le monde, mais oui, bon, c'est un vieux original. D'accord, il avait raison, mais bon, est-ce que nous on pouvait deviner? Est-ce qu'on pouvait savoir alors que tout le monde savait mais ne voulait pas voir? Etc. Ce vieil obstiné de Perquiste, cette tête de cochon faisait encore parler de lui. Combien de luttes, combien d'efforts, et tout restait éternellement à faire, à défendre. Toutes ces racines vivantes, à nouveau les racines du ciel, ces ramifications prodigieuses dans leur variété et leur ténacité devaient être défendues sans trêve ni répit. L'Organisation mondiale pour la défense de la faune et de la flore elle-même ne voulait plus entendre parler de lui. Il avait dû quitter le comité directeur où ses méthodes n'étaient pas appréciées. On lui reprochait non seulement ses excès de naturaliste, mais encore son ingérence fréquente dans les luttes politiques. C'était exact. Les racines étaient innombrables et infinies dans leur variété et leur beauté, et quelques-unes étaient profondément enfoncées dans l'âme humaine. Une aspiration incessante et tourmentée, orientée en haut et en avant. Un besoin d'infini, une soif, un pressentiment d'ailleurs, une attente limitée. Tout cela qui réduit à la dimension des mains humaines devient un besoin de dignité. Liberté, égalité, fraternité, dignité. Il n'y avait pas de racine plus profonde et pourtant de plus menacée. Perquiste n'avait jamais transigé avec sa mission de naturaliste, et tous ceux qui tentaient d'arracher de la terre ses racines l'avaient toujours trouvé sur leur chemin. Et tout restait encore à faire, et il était pourtant si vieux. Enfin, il paraît que la méchanceté conserve, pensa-t-il. Je dois en avoir alors pour un bout de temps. Il sentit une main sur son épaule. Johnny Forsyth, autre personnage qui participe à cette étrange épopée de gens loin de chez eux aussi qui essayent de sauver le monde, de sauver les éléphants, plus modestement, mais derrière il y a quand même cette idée-là.
Et donc cette lutte est-elle politique, n'est-elle pas politique? Elle l'est profondément. Et il le revendique, même si la question nationaliste qui était au cœur de la politique de l'époque n'est peut-être pas celle qui est mise en avant. Et donc, il y a une lutte, il y a une nécessité de l'épopée et du voyage avec l'Odyssée, évidemment, d'Homère et du retour aux racines. Peut-être que retrouver les grands récits qui ont été fondateurs pour nous, c'est aussi une manière de lutter. Et il y a dans la lecture une forme de lutte contre les discours faciles, les discours plats, les discours qui ne voient pas la profondeur des racines et l'élévation qui est aussi essentielle. Voilà, c'était quelques réflexions sur mes lectures de la semaine, Romain Gary, Albert Camus et l'Odyssée d'Homère. Au revoir et à la semaine prochaine.